Alors, je vous propose de réaliser une petite application qui permet de faire une conversion, qu'on a déjà vu d'ailleurs dans un exercice en procédural, donc conversion de base 10 en base 2 et vice-versa. Attention, l'idée c'est de faire en sorte que la conversion se fasse à la volée, c'est-à-dire sans valider ni cliquer sur un bouton. Donc en gros, vous voyez, je vous ai déjà fait l'interface, donc normalement vous savez faire ce genre d'interface, hein, vous avez deux groupes box et deux zones de texte, et l'idée c'est lorsqu'on va saisir des chiffres dans la partie base 10, automatiquement la partie base 2 se modifie à la volée, et vice versa. Donc on peut modifier d'un côté, modifier de l'autre, et à chaque changement de valeur, et bien automatiquement l'autre côté se met à jour. Alors attention, si jamais on tape un caractère qui n'est pas correct, le plus simple, ça sera tout simplement de vider les deux zones. Donc on ne va pas faire plus compliqué. Donc quand un caractère est incorrect, vous videz les deux zones. Alors pour vous aider un peu, je vous propose d'écrire 3 méthodes non événementielles et je vous donne les signatures et le rôle de chaque méthode non événementielle et elles vous serviront donc pour réaliser ensuite vos méthodes événementielles. Parce que vous avez bien compris, vous avez 2 méthodes événementielles à écrire. Alors au niveau non événementiel, je vous conseille d'écrire une méthode isBinaire qui reçoit donc du texte, enfin en tout cas oui, du texte qui théoriquement contient que des 0 et des 1, et qui retourne un booléen. Donc soit le texte contient vraiment que des 0 et des 1, et à ce moment-là, la méthode retourne vrai. Si jamais elle contient autre chose, ou ne serait-ce qu'un seul caractère ou un seul chiffre autre que 0 et 1, à ce moment-là, elle retourne faux. Ensuite, je vous invite à faire 2 méthodes, conversion base 10 to base 2 et conversion base 2 to base 10, qui font, l'une elle reçoit un nombre en base 10, hein, donc un nombre décimal classique, et qui retourne donc une chaîne qui va contenir que des 0 et des 1, hein, la conversion en base 2. Donc, et l'autre méthode fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle reçoit une chaîne qui contient normalement un base 2, théoriquement, et qui retourne un int qui est donc la conversion en base 10. Alors normalement vous avez déjà vu comment on convertit de la base 10 à la base 2, hein, c'est des divisions successives par 2 et on récupère les restes dans le sens inverse. Si vous ne savez pas le faire, je vous renvoie vers l'exercice qu'on avait vu ensemble, ou bien vous cherchez la méthode sur internet, c'est très facile à faire. Et puis la conversion dans l'autre sens, c'est-à-dire de base 2 vers base 10, eh bien on multiplie par les puissances successives. Alors je vous ai montré un exemple, par exemple là vous avez le nombre en base 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc là, il faut récupérer les digits, hein, les positions à partir de la droite, et chaque position, vous le multipliez par une puissance de 2 en faisant monter les puissances. Donc 0 fois 2 puissance 0, alors 2 puissance 0 c'est 1, hein, 2 puissance 1 c'est 2, 2 puissance 2 c'est 4, etc. Donc vous faites 0 fois 2 puissance 0, 1 fois 2 puissance 1, etc. Et vous obtenez donc, enfin il faut faire la somme des résultats que vous avez obtenus pour pouvoir obtenir la version base 10. Voilà, alors n'utilisez pas, évidemment Visual Studio offre des méthodes déjà écrites qui permettent de faire des conversions dans un sens ou dans l'autre. L'idée c'est que vous sachiez un petit peu le faire par vous-même. Évidemment par la suite le mieux c'est on utilise les outils qui sont déjà faits, mais là ça serait bien que vous le fassiez par vous-même, aussi bien la conversion dans un sens que dans l'autre, pour déjà savoir le faire réellement. Voilà, vous avez tous les éléments pour pouvoir commencer à travailler. Essayez de faire l'application par vous-même, et bien évidemment maintenant on va voir ensemble la correction. Alors je n'ai plus besoin, enfin je vais enlever ces parties là, je vais garder juste le sujet et c'est parti. Donc la première chose qu'on me disait c'était d'écrire des méthodes non événementielles, donc je vais tout de suite aller dans le code, je fais bouton droit sur la fenêtre et je fais afficher le code. Voilà, et là je vais pouvoir commencer l'écriture de mes méthodes non événementielles. Alors on me proposait d'écrire une méthode, alors je vais peut-être réafficher les méthodes pour que je puisse voir ce que j'ai à écrire. Donc la première méthode qu'on me demande d'écrire, c'est la méthode isBinaire. Donc c'est parti. Alors je crée un private bool isBinaire qui reçoit en paramètre un string, donc le texte. Voilà.
Alors tout de suite, je mets le cartouche correspondant. Donc contrôle si le paramètre est binaire. Voilà. Donc ça retourne vrai ou faux. Ok. Alors comment je vais faire ça? Ben, il faut que je regarde caractère par caractère le texte reçu en paramètre et voir effectivement si tous les caractères sont binaires. Donc je ne sais pas, c'est pas une boucle déterministe a priori parce que je peux très bien m'arrêter dès que je trouve quelque chose qui n'est pas binaire. Alors ceux qui partent sur une boucle déterministe et qui font un return à l'intérieur, ça fonctionne aussi. C'est juste que normalement on évite de faire un return dans une boucle déterministe, mais ça me choque pas plus que ça quand même, surtout pour ce genre d'exemple. Donc là je pars plutôt sur j'initialise un cas et je pars sur une boucle. Je vais boucler tant que je ne suis pas arrivé au bout donc de la taille du texte, donc text.length, voilà, et eh bien, tant que je ne suis pas tombé sur... plutôt, je vais boucler tant que je trouve le caractère O ou le caractère 0 ou le caractère 1. Donc, j'ai un double test à faire ici. Alors, je vais regarder si texte... Alors, soit vous manipulez texte comme si c'était un tableau, et du coup vous pouvez mettre crochet, soit vous le manipulez comme une chaîne, comme on avait eu l'occasion de voir, donc vous faites substring et vous récupérez, à partir de la position du caractère K, vous récupérez un caractère. D'accord? Donc là, K vaut 0 au départ, donc il va récupérer le tout premier caractère de la chaîne, et il suffit de regarder si c'est égal à 0, ou, donc, ou avec deux barres, si la même chose, donc text.substring de k,1 si c'est égal à 1. Alors j'ai l'impression que j'ai perdu au moins une parenthèse. Voilà. Alors je vais peut-être envoyer à la ligne des choses parce qu'on voit pas grand chose là du coup. Voilà. Et là, donc je boucle, on est d'accord, tant que je ne suis pas arrivé au bout, et tant que je tombe sur des caractères 0 ou 1. Et là, il suffit dans la boucle que j'avance le cas, pour pouvoir tester tous les caractères. Sortie de la boucle, deux solutions. Soit je suis sorti parce que je suis sur le dernier caractère, puisque je boucle tant que c'est inférieur à la longueur, soit parce que je suis sorti, enfin au-delà du dernier plutôt, puisque je fais strictement inférieur à text.length, soit je suis sorti parce que j'ai trouvé autre chose. Donc je peux tester l'un ou l'autre. Alors je peux faire un if, donc je peux regarder si k est égal à text.length. Alors je vous signale que s'il est égal à text.length, ça veut dire que je suis au-delà du dernier caractère. On est d'accord, puisque la longueur, imaginons que la longueur soit de 5, les caractères sont numérotés en quelque sorte de 0 à 4. Donc si je suis avec un k qui est égal à 5, ça veut dire que j'ai vraiment testé tous les caractères de ma chaîne. Donc dans ce cas-là, j'ai bien affaire à un binaire. Donc je fais un return true. Dans le cas contraire, c'est que je suis sorti avant, donc j'ai trouvé autre chose qui ne me plaisait pas dans la chaîne, autre chose que des 0 ou des 1. Donc à ce moment-là, je fais un return false. Voilà. Alors, vous savez que ça, si ce test est vrai, je retourne vrai. Si ce test est faux, je retourne faux. Donc il y a plus court comme écriture. Au lieu de faire un if, je peux tout simplement faire le return du test. Donc, il va me retourner vrai si le test est vrai, il va me retourner faux si le test est faux. Donc, toujours pareil, si ce raccourci d'écriture vous traumatise, ne l'utilisez pas, vous faites le if, c'est strictement pareil, c'est juste que c'est quand même plus court et plus joli comme ça. Voilà, on a fini la méthode binaire. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux deux autres méthodes qu'on me demande de faire, donc la conversion de la base 10 à la base 2.
Donc là, je vais faire un private. Donc là, ça me retourne un string et c'est conversion base 10 to base 2 et qui reçoit un int. Donc le nombre en version base 10. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer d'un nombre en base 10 et le convertir en base 2. Le convertir en construisant une chaîne. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, il suffit de prendre les divisions successives du nombre en base 10 et de récupérer les restes. Donc, je vais déjà initialiser une chaîne pour ma base 2, hein, que je vais construire au fur et à mesure, donc que j'initialise à une chaîne vide, et puis je vais boucler tant qu'il me reste quelque chose dans base 10, puisque au fur et à mesure je vais diviser base 10 par 2, hein, et je récupère les restes au fur et à mesure. Donc là, je vais boucler tant que base 10 est différent de 0, et dans la boucle, je vais construire ma chaîne, enfin mon nombre binaire, en faisant base 2 reçoit, il faut que je colle à chaque fois devant base 2 le reste de la division de base 10 par 2. Donc je vous rappelle, si vous vous rappelez plus comment ça fonctionne, hein, on divise successivement par 2, on récupère les restes. Donc vous regardez sur internet au cas où comment ça marche, hein, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble. Hein. Donc je fais base 10 mode 2, donc je récupère le reste et je le concatène à base 2, sachant que base 2 c'est une chaîne. Hein, donc je vais avoir par exemple là un reste de division par 2, ça va être soit 0 soit 1. Donc le 0 ou le 1 va être collé à la chaîne, hein, puisque base 2 c'est une chaîne, à la chaîne déjà construite au fur et à mesure de la boucle, qui est dans base 2. Donc c'est comme ça que je colle les 1 et les 0 au fur et à mesure. Et à chaque tour de boucle, il suffit que je divise base 10 par 2. Donc je peux l'écrire sous cette forme-là. Soit je fais base 10 égale base 10 divisé par 2, soit je fais base 10 slash égale 2. Et c'est un raccourci d'écriture, hein, tout simplement. Alors, attention, il y a quand même un cas particulier, donc c'est le cas où base 2 reste vide. C'est-à-dire qu'en fait, on a le base 10 qui finalement contenait 0 au départ. D'accord? Alors vous êtes d'accord que si base 10 contient 0, je vais sortir de la boucle tout de suite. Or 0, bien, il se convertit en binaire, ça donne 0. Donc il y a quand même ce cas particulier. Donc cas particulier de base 10 qui contient 0. Et là du coup, cas particulier, du coup il faut que ça donne 0. Donc il faut qu'on teste quand même si base 2, après cette boucle, si base 2 est toujours égale à une chaîne vide, ça veut dire qu'on n'est même pas rentré dans la boucle, et à ce moment-là, il faut dans base 2 qu'on lui affecte le 0, hein, puisque base 10 valant 0, ça donne bien base 2 qui vaut la chaîne 0. Voilà, donc là on a fait le cas particulier, on n'a plus qu'à retourner base 2 qu'on a correctement construit. La conversion de base 10 en base 2 est faite. Alors j'ai un peu oublié de mettre le cartouche, je le fais tout de suite. Donc conversion d'un nombre de base de 10 en base 2. Voilà, alors je vais faire la même chose mais dans le sens inverse. Donc du coup je récupère ce cartouche et il me reste plus qu'à faire l'autre méthode événementielle, non événementielle. Alors, évidemment il n'est pas content, classique, où je vais faire conversion d'un nombre de base 2 en base 10. Et là donc c'est la dernière procédure, private. Alors cette fois-ci ça me donne un int et c'est conversion base 2 to
base 10 et qui reçoit cette fois-ci un nombre en base 2, donc sous forme de chaîne, donc string, et je vais l'appeler base 2. Voilà, ok. Donc, pour pouvoir réaliser cette conversion, alors cette méthode doit d'abord contrôler que le paramètre contient un nombre au format binaire. Donc utilisez la méthode que vous avez précédemment écrite. Si ce n'est pas le cas, la méthode retourne -1. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tester effectivement si le nombre base 2 est bien binaire. Donc j'appelle la méthode isBinaire et je lui envoie base 2 en paramètre. Alors si c'est un binaire, on est content, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Sinon, donc dans le cas inverse, on me dit de retourner -1. Donc ça suppose que à la fin du alors, de cette partie-là, j'aurai un return quelque chose. On ne sait pas encore, enfin, on va retourner le nombre converti évidemment. Mais dans le cas où la conversion n'est pas possible, d'ailleurs, là je vais le mettre, conversion impossible, on retourne -1. Ok. Alors, dans le cas où le nombre est binaire, à ce moment-là, on va faire une conversion. Et c'est une conversion par multiplication successive. Ce que je vous avais montré tout à l'heure dans l'exemple. Par puissance de 2. Donc, le but, c'est de construire notre nombre en base 10. Alors, je déclare tout de suite le nombre en base 10 et je l'initialise à 0. Et là, je sais effectivement, je pars sur une boucle déterministe. Pourquoi? Parce que je sais combien de positions de digits il y a dans base 2. C'est tout simplement la longueur de la chaîne. Et je vais pouvoir récupérer chacun de ces digits, soit 0, soit 1, pour pouvoir le multiplier par une puissance de 2. Donc je sais sur quelle boucle je pars. Je pars sur une boucle déterministe. Donc je pars sur un cas qui démarre à 0 et qui va boucler sur la longueur de la chaîne, donc sur tant que k est inférieur à base2.length. Voilà, donc j'incrémente le k à chaque tour de boucle. Et dans la boucle, dans base 10, il faut à chaque fois que j'ajoute, donc plus égal, une puissance de 2 multiplié par le digit. Donc là, je vais récupérer le digit. Le digit, ça va être base 2. Alors, soit vous mettez entre crochets, il faut partir de la fin, donc il faudrait mettre base 2.length moins k, soit vous utilisez substring, puisqu'on a affaire à une chaîne, donc ça serait substring 2, et il faut prendre, pareil, donc base 2. Alors, je descends un peu parce que, hop, donc base 2 point length. Alors là, il ne l'a pas compris, oui. Voilà, point length, moins k, moins 1, pour vraiment se positionner, parce que quand k, base 2 point length moins 1, ça me donne le dernier caractère, et si je fais moins k, je prends bien le dernier, puisque k vaut 0 au début, puis je prends l'avant-dernier, puis l'avant-avant-dernier. Au fur et à mesure que k va augmenter, je pars dans les digits dans le sens inverse, parce que l'idée c'est de prendre le dernier digit, puis l'avant-dernier, etc. Donc imaginons que mon nombre binaire fasse 5 positions, donc une longueur de 5, il faut que j'aille de 4 à 0. Donc effectivement, en faisant 5 moins 1, j'obtiens bien 4. Puis moins k, au départ il vaut 0, donc moins 0, donc j'ai bien le digit 4. Puis au tour suivant, quand k vaudra 1, j'aurai bien 5 moins 1, 4, moins 1, 3. Donc j'aurai le digit 3, puis le digit 2, etc. Donc là, je récupère le digit qui m'intéresse, et ce digit, il faut que je le multiplie par une puissance, donc multiplié par une puissance de 2. Donc là, je vais utiliser math.pow qui me permet d'avoir la puissance
d'un nombre. Alors quel est le nombre que je veux élever à la puissance? C'est 2. Et à quelle puissance je veux l'élever? C'est à la puissance k. Donc quand k vaut 0, j'aurai bien 2 puissance 0, puis quand k vaut 1, j'aurai bien 2 puissance 1, etc. Pour vous en persuader, je vous remontre l'exemple qu'on avait pris ici. Vous voyez, on va partir du dernier digit. Donc là, les digits sont numérotés 0, 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'il y a 6 digits. Et on va partir du dernier, donc du numéro 5, et on doit le multiplier par 2 puissance 0. Puis le digit numéro 4, on le multiplie par 2 puissance 1, etc. Donc là, vous voyez, c'est 2 puissance 0 au début, puis 2 puissance 1, et tout ça, on l'additionne dans base 10 pour obtenir le fameux calcul final qui va nous donner, par exemple, ici 38. Je vous invite à faire une trace après de ce genre de programme, comme ça vous voyez bien comment se font les calculs au fur et à mesure. Alors il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce que impossible d'appliquer l'opérateur étoile entre un opérand de type string et un opérand de type double. Oui, effectivement, l'air de rien, là je fais un base 2 substring, donc je récupère en fait un caractère. Donc il faut que je parse ce caractère pour qu'il puisse faire l'opération. Donc j'utilise int.parse et j'entoure tout ça. Voilà. Et donc une fois qu'il a tout ça entouré, il va pouvoir normalement le multiplier. Il est toujours pas content. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Impossible de convertir le type double en int. Une conversion explicite existe. Un cas est-il manquant? Alors ça vient du fait que math me retourne un double. Bon c'est pas grave, il suffit que je convertisse à la volée avec int entre parenthèses le math. Alors attention, je n'utilise pas int.parse. Int.parse, ça permet de parser de la chaîne. Tandis que là, j'ai affaire en fait à un double, donc un nombre quand même, dont je peux changer le type du nombre en faisant juste int entre parenthèses. Bon, donc là voilà. Une fois que j'ai fait cette conversion, en fait mon for est terminé, puisque au fur et à mesure j'aurai bouclé et j'aurai bien dans base 10 le nombre reconstitué. Donc il suffit que je fasse un return de base 10 que j'ai calculé, tout simplement. Voilà, j'ai terminé les méthodes non événementielles qu'on me demandait d'écrire. Eh bien, il est temps que je fasse les deux méthodes événementielles correspondantes. Donc, je reviens sur le design. La première méthode événementielle que je vais faire, c'est la conversion de base 2 en base 10. Pourquoi pas? Alors, je double-clique et ça me crée le text.change. Alors, c'est celui-là qui m'intéresse parce que à chaque changement de la zone, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais taper un caractère dans cette zone, je veux mettre à jour automatiquement l'autre zone. Donc là, je fais tout de suite le cartouche. Donc, changement dans txt base 2, conversion dans txt base 10. Voilà. Donc là, comment je vais gérer les choses? Eh bien d'abord, il faut que je récupère. Donc récupération du contenu du contenu converti en base 10. Alors, je vais tout de suite faire la transformation en base 10 de ce que j'ai saisi en base 2. Donc pour ça, j'ai besoin de déclarer une variable, par exemple base 10 de type int, et je vais appeler la méthode non événementielle que j'ai écrite qui me permet de convertir du base 2 en base 10 en lui envoyant txt base 2 et évidemment la partie texte de txt base 2. Donc là, normalement dans base 10, j'ai le nombre converti. Alors vous allez me dire, théoriquement, je n'ai plus qu'à le mettre dans txt base 10. D'ailleurs, pourquoi être passé par une variable intermédiaire? Eh bien parce que je vous rappelle que dans conversion base 2 to base 10, qui est juste ici, il peut y avoir un cas d'erreur. C'est-à-dire que j'ai peut-être saisi quelque chose qu'il ne fallait pas, et à ce moment-là, il m'a retourné -1. Il n'est pas question d'afficher -1. Donc là, du coup, on va vérifier, donc
vérifie si la conversion a marché. Donc ça, il suffit que je regarde si base 10 est différent de -1, parce que ça a marché uniquement si ce que j'ai récupéré est différent de -1. Alors dans ce cas-là, effectivement, il suffit que je copie cette valeur dans txt base 10.text. Donc dans txt base 10.text, il suffit que je mette base 10. Alors attention, il faut que je convertisse base 10 en chaîne. Donc soit je fais un toString, soit l'autre astuce c'est de coller une chaîne, hein. C'est-à-dire si vous faites une chaîne vide plus base 10, vous n'avez même pas besoin de faire toString. Bon, c'est une petite astuce, mais bon, le faire proprement c'est comme ça, hein. C'est de le convertir en string pour pouvoir l'affecter dans la zone de texte. Sinon, j'ai récupéré quelque chose d'incorrect. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans le cas où on récupère quelque chose d'incorrect, le plus simple, c'est qu'on va vider les deux zones. Donc, on va vider txt base 10.text. .text, je vais y arriver. Voilà. On lui affecte une chaîne vide. Et pareil pour txt base 2.text. Voilà. Et c'est terminé pour cette méthode. Vu qu'on a déjà tout fait dans les méthodes non événementielles, évidemment, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Alors, il me reste encore une méthode événementielle à créer, c'est celle-là. Donc, si jamais on saisit dans txt base 10 pour la conversion. Alors là, c'est à peu près le même cartouche, donc je vais le récupérer ici. Donc c'est bien. Alors évidemment il ne veut pas être content. Non, c'est bon. Donc changement dans txt base 10 et cette fois-ci on fait une conversion dans txt base 2. Voilà. Alors comment ça va marcher ce coup-ci? Alors ce coup-ci, attention. Alors bon, on va faire pareil, hein, la récupération de ce qui a été saisi. Donc récupération. On va commencer par récupérer la partie, enfin récupérer le nombre dans txt base 10. Alors pourquoi je récupère? D'abord en le mettant dans une variable base 10. Donc je vais récupérer txt base 10.text. Voilà. Alors là, il n'est pas content. Donc là, je vais devoir faire une conversion. Donc c'est un texte, donc j'utilise int.parse. Voilà. Et c'est là que, alors attention, contrairement à tout à l'heure où on a fait directement la conversion, parce qu'on savait que dans conversion base 10, base 2 to base 10, il y avait déjà un test isbinaire. Donc je fais déjà proprement un contrôle pour voir si j'ai saisi des choses correctement. C'est pas le cas ici. C'est-à-dire que ici, je tape des chiffres pour construire un nombre en base 10. Je peux très bien taper à peu près n'importe quoi. Je peux très bien taper un caractère aussi. Et ça, la conversion en in.parse va mal se passer. Donc dans ce cas-là, on a déjà vu comment on règle ce genre de problème. On fait un try-catch. On va capturer l'erreur de façon à éviter que le programme plante si jamais on a tapé autre chose qu'un caractère. Donc je fais un try-catch. Dans le catch, je capture l'erreur, n'importe quelle erreur, donc une exception, que j'appelle EX par exemple. Et qu'est-ce que je fais dans le catch? Donc là, il y a eu un problème, donc erreur saisie incorrecte, saisie base 10 incorrecte. Et là, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait au-dessus, c'est-à-dire que je vide les deux zones à partir du moment où j'ai saisi quelque chose d'incorrect. Voilà. Donc là,
Si je reste dans le try, ça veut dire que ça s'est bien passé. Enfin, ça veut dire que je suis bien arrivé à obtenir un nombre en base 10. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, refaire affichage en base 2. Donc je peux directement, sans passer par une variable intermédiaire, je peux directement remplir txt base 2.text avec l'appel de ma méthode conversion base 10 en base 2, sachant que cette méthode me retourne une chaîne justement de la conversion en base 2, et je lui envoie base 10 que je viens de récupérer ici avec la conversion en int de txt base 10.text. Voilà. Bon, eh bien ça a l'air terminé. Alors on va peut-être tester pour voir si tout ça fonctionne. Voilà, alors vous voyez qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout, je vais saisir directement. Donc si je saisis par exemple 1, vous voyez, il me le convertit en 1, binaire. Si je saisis 12, donc le 2, alors là derrière, il a tout effacé, donc il y a eu effectivement un souci, et il m'a mis 0 dans base 2. Il y a de toute évidence un problème au niveau de ma conversion de base 10 en base 2, puisque là, dans l'autre sens, ça a plutôt bien marché, puisque comme il a effacé la zone base 2, il a réexécuté le module de conversion dans l'autre sens, et il a mis 0, parce qu'il part du principe que si c'est vide, c'est ce qu'on avait fait comme test, je vous remontre, alors c'était... où est-ce que je l'ai ce test-là? Je remonte, voilà, si base 2 est vide, à ce moment-là, il met 0. Ok, donc la conversion, il y a une petite erreur dans la conversion conversion base 2 to base 10. Ah oui, effectivement, alors, quand je fais le substring, j'ai un peu oublié de préciser que je ne récupère qu'un seul caractère. Alors si vous avez utilisé les crochets et que vous avez géré comme un tableau, vous n'avez pas dû avoir ce genre de problème. Donc il faut que je précise. Alors je l'ai mis au mauvais endroit. Voilà. Donc là, c'est ici, virgule 1 pour récupérer voilà, la longueur, un seul caractère. Donc je vais pouvoir retester le programme. Donc je reteste, si je tape 1, il me convertit bien, si je tape 12, il me transforme en 1100, effectivement, ça correspond bien. Si je vais même plus loin, je tape 5, vous voyez. Si j'efface un caractère, je passe à 15, il me le convertit correctement. Si jamais je change ici une valeur, vous voyez, il met à jour, et je peux même rajouter par exemple 0 et 110, ça correspond bien à 600 en binaire. Donc vous voyez que les modifications se font bien à la volée au fur et à mesure que je saisis, soit dans base 10, soit dans base 2. Voilà, c'était une petite application juste pour s'amuser encore une fois avec les méthodes non événementielles et événementielles et voir jusqu'où on peut aller. Voilà, je pense qu'on va essayer d'aller quand même un petit peu plus loin dans les vidéos suivantes pour pouvoir toucher à des choses un petit peu plus intéressantes. Je vous dis donc à très bientôt et surtout pensez à coder.